comment est-ce que, une fois la corruption s'installe sur le monde économique, les vies, les sociales, ne peuvent plus rien espérer pour le lendemain. Je passe au dernier secteur, parmi les secteurs que j'utilise, je parle de la justice. Voilà. La justice. Vous savez, dans certains États, dans certains pays, c'est un élément capital. Et ça définit, ça donne même une certaine orientation de l'État. Vous avez certes déjà entendu parler État de droit, et ainsi de suite. C'est grâce à ce secteur qu'on peut arriver à avoir ce qu'on appelle l'égalité, la loi pour tous, on peut avoir la justice sociale, on peut avoir, tout ce que vous voulez, c'est le secteur de l'espoir, la justice. Et c'est ainsi, comme je vous ai dit, dans certains pays qui se respectent, on dit, avant même les institutions, il y a ce secteur-là de justice qui est représenté par la loi. Et puis toutes les institutions viennent suivre, ainsi de suite. Et c'est là où les hommes bien faits disent que personne ne doit être au-dessus de la loi. Mais bien sûr, pour que cette loi existe, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent cette loi, qui préparent cette loi. Par conséquent, je reviens sur, parce que ça a un peu de lien, sur les premiers secteurs que j'avais abordés de la formation. Mais là, nous allons revenir bien après. Le danger, c'est quoi? D'abord, la force de la justice. Dans un État où la justice fonctionne normalement, la justice, ce secteur est censé, souvenez-vous aussi, au début quand j'ai démontré qu'il y a ces secteurs qui sont en relation les uns envers les autres. Voilà, on a ici formation, économie et justice. Souvenez-vous, je vous ai dit que ce sont des éléments qui sont ensemble, mais en réalité, cet élément justice, il est censé être supérieur à ces deux. Parce que les premiers secteurs préparent l'homme, parce que c'est l'homme qui est au centre. Le deuxième secteur donne les outils pour avancer. Et ce troisième secteur, qui est la justice, c'est un secteur qui est censé contrôler les deux, veiller à ce que l'homme qui est formé et qu'il donne de bonnes idées et que ces idées soient appliquées en bonne et due forme. Mais si ce secteur est affaibli, donc tout est permis. À ce moment-là, les deux ici n'auront pas d'impact. Mais comment est-ce que ce secteur peut être affaibli? Vous savez, pour qu'on parle de la loi, il y a ce qu'on appelle les législateurs. Les acteurs de la loi. Il y a les législateurs, comme je dis. Ce sont des gens, eux, qui créent des lois. À part les législateurs, nous avons les défenseurs de la loi, c'est-à-dire nous avons les juges. Nous avons les avocats. Et puis ça descend avec tous les personnels, ainsi de suite, de justice, des magistrats, tout ce que vous voulez. J'insiste, et je reviendrai encore à la conclusion que tous ces éléments vaut pour toute la vie nationale, civile, militaire, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, tous nous sommes concernés par cette thèse. Les législateurs, on les retrouve où? Ils sont quelque part là, au Parlement. Rappelez-vous quand je vous ai parlé, au Parlement. Les députés, les gens que nous élisons pour nous représenter, pour étudier, pour se rassurer que les choses vont bien, que la machine de l'État est bien gérée et qu'il n'y a pas de détournement, ainsi de suite, ce sont eux qui créent des lois. Mais si ces gens n'ont pas été bien formés, ils sont atteints par ce virus de la corruption, la conséquence ou les conséquences, c'est quoi? C'est là où nous trouvons des lois taillées sur mesure, c'est là où nous trouvons des décisions contre même ceux-là qui les ont élus, et c'est là où nous trouvons des grandes décisions comme les éjections des autres. Parce que simplement, on sait que ce n'est pas normal, mais parce qu'on a reçu quelque chose,
parce qu'on a reçu une 4x4, parce qu'on a reçu une Jeep, parce qu'on a reçu une maison ça et là, on influence la décision, on vote pour le maintien parce que celui-là m'a donné ceci. Je suis dans les regrets de les dénoncer. Je parle du cas de la RDC, qu'aujourd'hui, beaucoup de lois et beaucoup de propositions de lois venant de l'exécutif, pour passer au législatif, ces lois sont achetées. On a des informations, je ne citerai personne, mais c'est regrettable, c'est une réalité. Nous savons que pour qu'un membre de l'exécutif arrive à faire passer une réforme X ou Y, il faut que les intérêts des législatifs, pas au nom du peuple, mais au nom de leur lobbying, soient défendus, soient considérés. On le sait comment ça se passe. Combien de fois on n'a pas entendu parler de motions de méfiance? Combien de fois on n'a pas entendu des interpellations? Combien de fois on n'a pas entendu tel a été éjecté? La vraie motivation dans tout cela, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment l'objectivité des problèmes ou toutes ces actions n'ont pas réussi? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les problèmes étaient mal posés ou il y a eu d'autres forces qui ont agi, ça et là? Et quand la corruption s'installe, même dans le Parlement, eh bien, le pays est appelé à disparaître. Le pays est appelé à disparaître simplement parce que ceux-là qui sont censés défendre, ceux-là qui sont censés créer des bonnes lois pour que la justice règne, pour que la paix sociale règne, pour que la stabilité règne, quand ils se retrouvent dans les pièges de ces virus qu'on appelle la corruption, tous les efforts, rappelez-vous de la fameuse démonstration du départ, les efforts, les conceptions des lois, des observations, des interpellations, des mentions de méfiance ou de confiance, multipliées par la corruption, résultat égal 0. Par contre, si les législateurs ont eu de bonnes bases dans la formation sur la moralité et qu'ils ne se laissent pas faire par des influences de puissants qui ont des billets de banque, à ce moment-là, ils seront à mesure de faire leur travail de suivi, de contrôle, de légiférer, de création de lois avec honnêteté, objectivité, et nous aurons une loi pour tous. On n'aura pas de loi taillée sur mesure. Cela descend. Ceux-là peuvent bien faire leur travail, les législateurs. Mais arriver au niveau de la magistrature, c'est-à-dire les juges, les avocats, ainsi de suite, tout ce que nous connaissons, si eux aussi sont atteints par ce même virus de la corruption, il y aura aussi danger. Le danger, c'est quoi? C'est qu'ils ne seront pas tranchés les affaires comme ils doivent l'être. C'est la corruption qui commande. Bien sûr, je reste encore objectif, je n'ai pas touché l'aspect humain. Ce sont des êtres humains. Quand est-ce qu'ils peuvent être aussi faibles? Quelles sont les motivations, les éléments qui les rendent faibles? C'est parce qu'ils sont avares? Ou c'est parce qu'ils sont, je ne sais pas moi, ils veulent gagner plus? Il doit y avoir des motivations et des interrogations à ce moment-là que l'homme politique doit se poser sur la faiblesse de ses agents. Sont-ils bien traités? Sont-ils considérés? Les moyens à leur disposition sont-ils suffisants? Ils ont l'outil de travail. Voilà tous ces éléments. Ça peut descendre aussi sur les avocats, ça peut être sur le personnel de justice, ainsi de suite. Voilà quand la corruption s'installe dans les secteurs juridiques, c'est là où je dis qu'il n'y a plus d'espoir pour la nation. Parce qu'à ce moment-là, c'est la loi du plus fort. À ce moment-là, c'est un pays de riches. À ce moment-là, celui qui a l'argent, il achète la loi. Et les faibles, et les pauvres, et nos autres banacités. Parce qu'on n'a pas l'argent. Que ferions-nous? Voilà comment est-ce que la corruption reste un élément absorbant pour le développement du tiers-monde. C'est